tout le monde et bienvenue à TV Laval Nouvelles. Je me présente Valérie Gendron, votre nouvelle animatrice cet été. Et aujourd'hui, plein de sujets super intéressants et d'actualité pour vous. Pour commencer, on va parler de méditation. Ensuite, Hadi Show, que vous connaissez bien, va nous expliquer ce que représentent pour les communautés culturelles les fêtes nationales. Ensuite, Victoria Savoie va nous parler des ondes musicales à Laval pour nous donner le goût de sortir et de profiter de l'été. On a la chance de recevoir en studio l'humoriste Mario Jean qui va nous parler de la pièce de théâtre Je vous écoute, dont il a adapté le texte et il est l'un des personnages principaux de la pièce. Ensuite, Nicolas va nous parler d'un film qui est basé sur une histoire vraie et vous allez en apprendre un peu plus sur le festival Laval en Rire. Le yoga est une activité très populaire depuis plusieurs années. Le rythme accéléré de nos vies, la pression de performance nous amène à chercher des activités où on peut se détendre et se relaxer. Et aujourd'hui, Ruxandra, propriétaire chez Idolem, tu vas nous parler de méditation, qui est un élément essentiel du yoga. Oui, c'est un élément essentiel du yoga, c'est un élément essentiel du bien-être aussi. La méditation, c'est incorporé dans chaque cours de yoga. Le yoga et la méditation sont un. Sont un, vraiment. Tu peux pas faire de yoga sans méditation. Sans méditer, exactement. Puis comment tu décrirais la méditation? La méditation, c'est une pratique, autant que le yoga, qui utilise différentes techniques pour amener un état calme, mentalement et physiquement. Fait que c'est vraiment une méthode, une pratique qui utilise des méthodes pour relaxer. Et les mantras, est-ce que c'est relié à la respiration? Les mantras, c'est une technique. OK. Fait que tu as plusieurs techniques. La respiration, c'est une autre technique. OK. Fait que les différentes façons de méditer, c'est par la technique que tu choisis. C'est toujours une pratique, c'est toujours le même but, mais tu peux utiliser différents moyens pour t'y rendre. Puis les moyens pour t'y rendre, c'est les techniques de méditation. Fait qu'on a la respiration, on a les mantras, on a la méditation guidée, on a la méditation active, on a le silence, on a la concentration sur un objet, mettons. Il y a plusieurs façons de méditer. Quels sont les bénéfices de la méditation sur le corps? Il y en a plusieurs sur le corps aussi que sur l'esprit puis ton état de bien-être. Le bien-être général, c'est un des bénéfices. Un autre avantage, c'est un meilleur sommeil. Un autre avantage, c'est un esprit calme. C'est la clarté de tes pensées. La puissance de te concentrer. Tu as le bénéfice du calme, de la relaxation, de la reconnexion avec toi-même. Et aussi, ça t'aide beaucoup à écouter les autres et à t'écouter toi-même. Comment on peut s'assurer qu'on fait bien de la méditation? C'est vraiment en prenant une photo de notre corps et esprit avant et après. OK. Et en voyant les différences qu'on ressent. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu te donnes à toi-même, que tu t'apportes à toi-même, intérieurement et physiquement. Et c'est seulement toi qui peux vraiment juger comment que ça a marché, à quel point que ça a fonctionné pour toi, à quel point que ça a été efficace. Dans un cours de yoga, par exemple, à quel moment on fait de la méditation? Ça dépend. Il y a des cours qui sont dédiés entièrement à la méditation. Fait que là, ça va venir chercher plusieurs techniques. Les mantras, c'est des chants ou des phrases inspirantes qu'on peut répéter, qui deviennent un peu un chant. On se concentre juste à répéter ces mantras-là, fait que peu à peu, toutes les autres pensées de notre tête disparaissent, puis là, on est focus sur une chose, on est en train de faire le vide. Sinon, tu as des cours qui sont actifs, mettons des flows. Des flows, c'est des enchaînements de postures qui se répètent et on peut accélérer ou diminuer le rythme. Fait que
plus en plus que ça avance durant le cours, pour avoir un effet de méditation active, tu accélères ton rythme de ton flow. Tu vas de plus en plus vite. Fait qu'à un moment donné, le prof a même plus besoin de répéter c'est quoi la posture qui vient. Il fait juste dire inspire, expire, inspire, expire. Et toi, tu suis ta séquence de posture. Et il faut tellement que tu te concentres sur ton prochain move, vu qu'il n'y a plus personne qui te le dirige, que tu peux plus penser à rien d'autre. Tu fais juste penser à... Ce que je fais présentement. Exactement. Tu es vraiment submergé dans le moment présent. Puis ça vient que tu déconnectes avec tout. Tu fais juste te concentrer sur ta pratique. Puis c'est de la méditation active. Tu viens de te libérer de plein de stress, plein de pensées qui ne te servaient à rien de toute façon pendant ta journée. Puis je pense que c'est pour ça que le yoga est aussi populaire, puis la méditation aussi, parce que on est constamment en train de penser à stresser. Ouais. Puis là, ben, ça nous permet vraiment de décrocher, comme tu dis. Par contre, on a un quotidien rempli. Ouais. Comment on pourrait intégrer la méditation dans notre vie de tous les jours sans aller prendre un cours de yoga, par exemple? Vraiment facile et vraiment en très peu de temps. OK. C'est vraiment par la respiration. Juste par la respiration. En utilisant la technique de respiration. Fait que qu'est-ce que tu fais pour méditer avec ta respiration? Bien, tu respires. Tu respires à la bonne capacité de tes poumons. Normalement, comme être humain, on s'habitue à respirer vite, stressé, au puis à même partir rythme du cou. qu'on vit. Ouais. Et on respire beaucoup dans le ventre et saccader un peu. Oui. Fait que pour respirer et l'utiliser comme technique de méditation, tu vas inspirer à ta capacité et tu vas expirer tout ce que tu viens de prendre comme air. Puis tu fais ça peut-être 3 fois de suite, des grandes respirations. Comme, mettons, tu te concentres puis tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Et tu t'assures de remplir ta cage thoracique. On oublie que notre cage thoracique, elle a un 360 puis elle est 3 dimensions. Ouais. On peut la gonfler et la relâcher de tous les côtés. Puis ça fait que ça vient chercher le poumon complet. Nos poumons sont gros, là. C'est des gros organes. Il y a de la place pour Ils sont forts. beaucoup d'air là-dedans. Fait qu'on devrait prendre de l'air quand on prend de l'air. Et puis, tout sortir le méchant quand on sort le méchant. Fait que tu respires 3 fois, mettons 3 fois de suite. Et après ça, tu relaxes, tu reviens à ton rythme respiratoire normal. Et tu observes qu'est-ce qui se passe. Et tu retournes à 3 respirations. Et tu relaxes. Tu retournes à 3 respirations. Tu relaxes. Tu fais ça durant ta journée, même si tu le ferais, mettons, une fois le soir avant de te coucher ou quoi. Ça changerait ta vie. Roxandra, merci beaucoup. Je suis sûre que les gens vont prendre le temps maintenant de méditer, de respirer pour être plus relax et mieux profiter de la vie. J'espère. Namasté. Namasté. Bonne méditation. Merci. C'est bientôt le 1er juillet et certains Lavallois vont vouloir déménager. Donc aujourd'hui, Madame Chasse-Tache, tu nous donnes des conseils pour déménager. Bien oui, ça prend des petits trucs pour bien s'organiser notre journée de déménagement. Oui. Premièrement, là, on se prépare. Alors moi, je vais vous donner un truc qui est vraiment efficace. C'est d'identifier finalement vos boîtes par couleur et non par nom. Tu sais, souvent, on va faire cuisine, salle de bain, puis tout ça. Mais si vous y allez par couleur, bon, on va savoir que la chambre de Stéphane est en bleu, puis peut-être en mauve, ce sera la chambre de Julie. Et à ce moment-là, lors du déménagement, eh bien, chaque boîte va au bon endroit. L'identification est beaucoup plus facile. Donc, on se fait une petite légende de couleur en lien avec nos pièces de la maison. On peut le faire avec des crayons. On peut le faire avec des autocollants, c'est comme on désire. Et puis, les boîtes, quand même, il faut qu'elles soient petites. Je vais vous donner un truc. À la SAQ, on vous donne les boîtes. Vous savez, c'est une belle boîte cartonnée, solide. Vérifiez dans votre coin quelle journée ils reçoivent leur commande. Chez moi, c'est le mercredi après-midi où on peut aller à l'arrière de la succursale et on a plein de boîtes. Et la boîte parfaite, par exemple, pour apporter les livres. Pas trop lourde, puis un petit contenant, ça va bien. Maintenant, il faut penser aussi à utiliser ce qu'on a dans la maison, comme nos poubelles. On ne transporte pas une poubelle vide, là, tu sais. À l'intérieur, tu mets quoi? Tes plantes. La remplit. Tes plantes qui pourraient déborder, on les cale avec du papier journal. On pourrait mettre le balai, la vadrouille, tous les outils qu'on trouve dans le garage, dans la poubelle. Les skis,
Oui, effectivement. Tout bien placé dans une poubelle, par exemple, ou n'importe quel contenant que vous avez chez vous. Dire, oh, je transporte ça, mais on ne transporte pas vide. Un autre truc, j'ai apporté une tête d'oreiller. Qu'est-ce qu'on fait avec une tête d'oreiller lors du déménagement? Parfait pour couvrir les lampes, l'abat-jour, pas l'endommager. C'est vrai. Une plante un peu plus fragile. Des plantes, soit fleurs séchées, tout. Alors, la tête d'oreiller, excellent. On protège nos meubles, nos plus petits meubles. La vaisselle. Qu'est-ce qu'on fait avec la vaisselle? Est-ce qu'on la lave avant? On la lave après? Je ne sais pas. Bien, c'est une bonne question. Si vous pensez que vous avez un lave-vaisselle dans votre nouvelle résidence, apportez la salle. OK. Si vous pensez à laver votre vaisselle avant, surtout, n'utilisez pas le papier journal, vous allez être obligé de recommencer. Ben moi, si je me souviens... Moi, j'ai jamais déménagé, mais Comme ça. jeune, quand mes parents déménageaient, j'ai le souvenir qu'ils mettaient Le papier journal. le papier journal entre les Puis là, on assiettes. est obligé de laver la vaisselle. Alors, si vous voulez laver votre vaisselle dans le nouvel appartement, bien, oui, c'est un bon outil. Sinon, on peut utiliser le papier bulle, par exemple, ou même l'essuie-tout. OK. Parce que si vous enveloppez des objets avec un essuie-tout, vous les récupérez dans le nouvel appartement. Puis là, qu'est-ce que vous faites avec? Vous faites votre nettoyage en entrant. Alors, vous Pas de les gaspillage. réutilisez. Mais vous pouvez utiliser l'essuie-tout. Je vais vous donner un autre truc aussi, le réfrigérateur. C'est quelque chose qu'on ne pense pas toujours, mais il faut se préparer 24 heures à l'avance, débrancher notre réfrigérateur OK. pour le transporter avec sécurité. Oui. Et puis, on en profite pour le nettoyer. Alors, j'ai apporté aujourd'hui des produits. Là, vous reconnaissez les produits de Mme Chastache, bicarbonate de soude, vinaigre, savon à vaisselle. C'est tes produits chouchous. Des produits chouchous, oui, écologiques quand même. Oui. Alors, l'intérieur du réfrigérateur, on peut le laver avec une eau tiède, froide à tiède, jamais d'eau chaude dans le réfrigérateur. Ah oui? Parce que ça Moi, je pourrait le faire- nettoie avec de l'eau chaude. Bien, ça peut faire craquer le plastique, par exemple. OK. Alors, moi, je prends une bonne éponge, puis quand je parle bonne éponge, je n'ai pas des petites éponges à rabais. Moi, c'est chez Vileda, la Oui. Scrunch tout usage. Et puis, vous pouvez même la laver dans le lave-vaisselle. Alors, c'est pour vous dire qu'elle est résistante, mais elle ne dégratigne pas. En parlant d'égratigner nos électroménagers, j'ai apporté justement une poudre récurrente. Il ne faut jamais utiliser ça à OK. l'intérieur du réfrigérateur parce que vous comprenez très bien que c'est abrasif, une de ces poudres-là. Oui. Alors, souvent, on a une tâche, on va dire, tiens, je vais prendre mon éponge, un peu de poudre, mais Oui. là, c'est une bien mauvaise idée. Et tous les nettoyants à base d'alcool ou d'ammoniac pourraient endommager l'intérieur. Donc, on Là- utilise juste un peu d'eau, un peu de savon. On peut prendre eau tiède avec 3 cuillerées de bicarbonate de soude. Ah, OK. Eau tiède, à peu près moitié-moitié eau et vinaigre. 3-4 gouttes de savon à vaisselle, eau tiède. Alors, vous avez le choix, vous avez un de ces produits-là chez vous, une bonne éponge, vous êtes correct pour nettoyer votre frigo. Là, on transporte le frigo maintenant. Oui. Quand est-ce qu'on le rebranche? 3 heures après que le frigo est entré dans la nouvelle résidence. Pourquoi? Pour stabiliser l'appareil OK. et puis qu'il n'y ait pas de dégâts. Alors, 3 heures après, vous rebranchez votre frigo. Là, c'est le temps d'ouvrir maintenant vos petites glacières avec les contenants, peut-être sortir la petite bière pour continuer Relaxer. le déménagement. Et je vais vous donner un autre bon truc, c'est de préparer vos kits de survie. Moi, il y a Qui 2 sont? kits de survie au déménagement. Le premier, il va dans la sécheuse. Alors, dans la sécheuse, tu mets des oreillers, draps, couverture. Tu prends un bon ruban gommé, tu fermes la porte avec ton ruban gommé, et puis là, tu as tout pour la première nuit. Et l'autre petite boîte, vous la conservez dans votre automobile. Dans cette boîte-là, par ordre d'importance, Oui. serviette éponge pour prendre une douche, Oui. produits de toilette, quelquefois vêtements de rechange pour le lendemain, quelques ustensiles de cuisine, Pour pouvoir manger. un tire-bouchon, un pamphlet de pizza, Oh oui! Oh oui! parce que c'est la journée du déménagement. Oui. Et là, je pense que vous êtes équipés pour survivre au déménagement et puis de vous dépanner rapidement. Alors, 2 petits kits. Et le truc de la sécheuse, c'est vraiment génial. Vous ouvrez la porte de la sécheuse, vous avez tout pour monter votre lit. Puis ils sont toutes propres, ils ont été protégés. Tout est fait. Je réalise que vous utilisez beaucoup les objets qu'on a déjà pour les utiliser comme
pour transporter les autres choses. Oui, exactement. Puis même pour le nettoyage, moi, je dis toujours, ouvrez vos portes d'armoire, puis là, c'est peut-être le bon temps là, de faire un nettoyage quand on déménage. Si on a plus que 3-4 bouteilles sous l'évier de toutes sortes de nettoyants, parce qu'on a couru les marchés, qu'on est allé au marché aux puces, puis on dit, regardez ça, madame, c'est bon pour l'argenterie, ça, c'est bon pour vos chaussures. Bien là, faites un bon tri. Dépannez-vous avec justement du jus de citron, du vinaigre, bicarbonate de soude. Et je pourrais vous en sortir une liste qu'on a dans le frigo, qu'on a dans nos armoires, puis on peut faire nos produits comme ça. C'est ça, des fois, on a trop de produits ménagers. Mais on n'a pas besoin de tant de produits ménagers. Je dirais qu'on a besoin d'un bon dégraisseur. OK. Si possible, on va vers une marque écologique, biodégradable. Alors, il y en a d'excellentes québécoises. On n'a pas besoin de chercher bien loin. Chez nous, par exemple, on a Attitude, une excellente gamme de produits québécois. Il y en a d'autres aussi. Et puis, à ce moment-là, bien, vous avez quelques produits. Vous savez, juste toujours, c'est mon vinaigre. Mon vinaigre, je suis à l'écriture d'un prochain livre où je parle du vinaigre. Je pense que je suis rendue à 14 pages sur le vinaigre. Mais tout ça pour dire que 3-4 gouttes de vinaigre d'une petite bouteille avec vaporisateur, ça te fait un bon nettoyeur pour tes vitres. Puis là, je dis aux gens, bien, si vous avez peur que votre voisine arrive, vous juge, puis elle dit, hey, un peu de chipette, là, prendre de eau et vinaigre. Mettez 3 gouttes de colorant alimentaire bleu. Vous venez de vous partir un commerce pour nettoyer vos vitres, vos miroirs avec ce que vous avez sous la main. Merci beaucoup, Louise. De très bons conseils. Puis j'ai vraiment été surprise par plusieurs conseils. Tu m'as bien informée. Bonjour, ici Thomas Levac. Bienvenue à tous les alcooliques et les gens qui ont perdu leur télécommande. C'est sûrement pour ça que vous écoutez ce programme-là. Je suis présentement avec Franco Taddeo, j'espère que j'ai pas scrappé ton nom, qui est directeur de la programmation d'un nouveau festival d'humour à Laval. Alors, what's up, Franco? Salut. Fait que tu es directeur de programmation à un festival de Laval. C'est la première édition? Oui, c'est la première édition. C'est ma job de trouver des humoristes pour mettre sur scène que le monde vient voir et découvrir. Good! Et toi, t'es humoriste, je comprends bien. Oui, je suis humoriste. C'est comme ça que les producteurs m'ont trouvé. Ils aimaient ce que je faisais sur scène. Et ils ont dit, peut-être tu es capable de nous aider à mettre ensemble un festival pour la ville de Laval qui s'appelle Laval en rire. OK. Et pourquoi Laval devrait avoir un festival de rire? Pourquoi c'est important? C'est une bonne question. C'est normal, c'est toi qui me demandais de te la poser. Alors, je devrais avoir une bonne réponse. Parce qu'une ville, une place, une région, un pays se définit par sa culture. Et Laval, qui est la 3e plus grande ville au Québec, économiquement la ville qui grandit le plus vite, on voulait quelque chose qui aide à définir cette ville. Et on a pensé, l'humour, c'est un fit naturel. Le monde aime, se voit, se trouve dans l'humour. Et pourquoi pas donner à Laval un festival? Un festival qui représente non seulement Laval, qui est ancré dans cette ville, mais aussi qui a des humoristes de partout au Québec, au Canada et les États-Unis aussi. OK. Avez-vous beaucoup de gens, des humoristes qui viennent de Laval, qui vont à votre festival? Oui. Je suis très content qu'on va avoir 14-15 représentations, mais notre première gala va être la gala qui s'appelle la gala de chez nous. C'est des humoristes uniquement qui ont grandi, vécu, vivent à Laval. Alors, et j'espère que cette gala-là va être comme la marque de commerce de notre festival. Chaque année, on va commencer Laval en rire avec la gala des Lavallois et des Lavalloises. Good! Il y a qui ce spectacle-là? Ah non, vous les connaissez pas. On les connaît, non? C'est juste des inconnus qui font des 5 minutes pas claires, qui font des... Non, mais on est choyé à Laval. Vous avez vraiment des humoristes. Non, moi, je viens pas de Laval. Ah non, tellement que ce soit clair. Moi, je suis un gars de Rosemont. OK. Je suis reconnu pour le cinéma Beaubien puis les salons de massage louches. C'est un ovni. Je suis pas un gars de Laval. Mais à Laval, à notre gala, notre première gala va avoir Eddie King, Olivier Martineau, Étienne Dano, Jacob Ospina, entre autres. C'est tous des humoristes qui ont déjà percé. Des gros humoristes, là. Oui, qui ont déjà percé. Pas juste un monon qui pense qu'il est drôle à la job. Ouais. Hey, m'a faire un 5 minutes, m'a être drôle.
C'est pas OK, c'est des Ouais, grands c'est humoristes vraiment des géniaux. humoristes qui travaillent partout au Québec et au Canada et que le monde va pas seulement reconnaître leur nom, mais reconnaître leur numéro dans leur vie. Puis on est super content de... OK, mais c'est du matériel de Laval local. pour les gens de Laval. Pour nous, chez nous, pour nous. Ils vont avoir des blagues que les gens de Laval comprennent, qui Ouais. n'ont aucune idée de ce qui se passe. La fusée, et, Génial. le centre d'achat, etc., etc. C'est quoi ton centre d'achat de Laval favori? Je pense qu'il y a une seule réponse à ça. Ouais. Je pense que tout le monde, c'est un des plus grands centres d'achat au Québec. Lequel? Moi, je connais rien à Laval. Genre, je viens 4 fois à Laval. Je suis allé plus souvent en Europe que je suis venu à Laval. C'est à ce point-là que je suis arrogant. Puis, je suis un Montréalais, je trouve que c'est un endroit bizarre. OK. Et En tout épeurant. cas, je veux pas donner des plugs gratuits, mais c'est pas Centre Laval. Génial. Ouais, génial. Sinon, c'est quoi les spectacles? Ça ressemble à quoi ta programmation? OK. C'est juste des galas? C'est-tu des spectacles? C'est-tu des shows solo? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais voir? Quand j'ai programmé le festival, l'idée, c'était de programmer comme un menu dans un restaurant. N'importe quel appétit d'humour que vous avez, on a quelque chose pour vous. On a 4 galas, 3 en français, 1 en anglais. On a des shows thématiques. Par exemple, on a un show qui s'appelle Survivre les enfants et les relations, avec des humoristes qui vont faire des... Ça doit être très, très, très difficile de trouver des humoristes qui ont des blagues sur la famille et les relations amoureuses. Oui, mais c'est ma doit job être- de le faire. C'est C'est ma une job job de de le faire des humoristes. qui ont des jobs. Ouais, il y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il faut vraiment chercher. Là. Les jokes à la famille, je sais pas si... C'est quoi ça? C'est C'est bon. tellement ésotérique. Oui. Alors, Il y a un show bilingue aussi. Il y a un show bilingue, effectivement. Il y a un show des humoristes qui... Je dois dire qu'en étant humoriste, vous pouvez deviner par mon accent, le français, c'est pas ma première langue. Il y a un bel échange culturel. Les humoristes qui travaillent en Toi, tu français... parles mieux en français que moi. Ah ouais, OK. Tu fais moins d'erreurs. C'est pas ça que ma mère me dit. Mais en Ta tout mère me cas- connaît. C'est quand même génial. Moi, j'ai rien à voir avec ta mère. J'ai pas... Non, ce pas que t'as du dit tout. sur moi, Attention. j'ai pas... On continue. On continue. Oui, c'est ça. Alors, il y a des humoristes qui travaillent en français, qui vont faire des numéros en anglais. Et il y a des humoristes qui travaillent en anglais, qui vont faire des numéros en français. Et aussi, on va switcher. Ça va être très, très multiculturel, multilingue, une vraie représentation de la réalité urbaine de Montréal ou de Laval ou de Brossard. C'est pas un festival super white power blanc comme on est habitué de voir en humour. Non, cette fois, non. Moi, j'ai dit white power. Toi, tu peux pas dire parce Non. que moi, je peux. Moi, je peux dire. Avant, c'était- il y a power longtemps, en humour, olive, c'était ça. parce que je suis pas blanc, je suis olive, méditerranéen, hein, Ah, quel coin? italien. Ah, c'est pour ça que t'as confiance en toi. Oui. Ok, génial. Ok, c'est pour ça que toi, tu peux pull off ce que tu portes. Ok, C'est ça, génial. ouais. J'ai Explique amené, le veston. j'ai amené un autre veston au cas où c'était Je comprends. trop. Fait que, j'ai une question complètement ailleurs. C'était comment ton premier French? Non, mon premier French, Ouais. il s'appelait James. Wow. Puis c'est très, très ouvertement chez nous dans notre maison. Mais est-ce qu'on peut revenir au Non, mais festival? James, comment ça s'est passé avec James? Mais je ne sais pas. C'est des fois, tu prends un O'Keeffe de plus. Tu sais, c'est mon âge. On buvait encore du O'Keeffe. OK. Et des fois, ça arrive, tu sais, le soleil, il tape sur la tête. Yeah! Tu te dis, let's try. Yeah! OK, on salue James! Ouais, ça pas Ça va marcher avec Ça James? va catcher, mais en tout cas, Le premier French. ouais, c'est l'expérience qui compte. Faut pas... En parlant du premier festival Laval-Henri, c'est le premier festival. Oui, c'est le premier. Puis si James, tu nous écoutes, Puis James, reviens, si t'écoutes et Quoi? James, tu veux nous écoutes, rekindle, c'est gratis pour toi. ouais, Tu dis, je suis James. Pas toutes les représentations. Peut-être le gala des incontournables. On va finir le festival avec... il peut venir à ce festival-là. Ah, mais génial. Mais c'est un plaisir de te rencontrer. Mais merci beaucoup. Et ton Puis festival a merci. l'air exceptionnel. Merci. Du 12 au 14 juillet 2018, à la salle André-Mathieu, il y aura 3 représentations de la pièce de théâtre « Je vous écoute », écrite par le chanteur français Benabar et adaptée par Mario Jean, mise en scène de Bernard Fortin, qui met en vedette Mario Jean, Marc-André Coallier, France Parent et Luc Boucher. Et aujourd'hui, on a Mario Jean avec nous. T'as tout dit. Bonjour. Tout dit. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Ben oui. Écoute, Mario, première fois au théâtre. Ouais. Comment as-tu vécu cette expérience? Super le fun. En fait, c'était comme mon initiative, dans le fond, parce que entre 2 spectacles, je me suis dit, j'ai un temps, mais qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai joué au cinéma, à la télé, un peu partout. Le théâtre, j'avais jamais touché à ça. Alors, j'ai dit, go, on monte une pièce de théâtre. On a vu cette pièce-là, ça a joué à Paris. Oui, Comme t'as dit, exact. c'est Benabar qui avait écrit ça. Et on avait acheté les droits et on a... Puis il y a eu j'ai un fait gros l'adaptation. succès à Paris. Oui, ça a marché bien fort. Et c'est une pièce qu'on a jouée l'année passée
à la Marjolaine, à Eastman. C'est un théâtre d'été, mais c'est pas une pièce théâtre d'été, tu sais, classique, claquage de porte et tout ça. Il y a beaucoup de contenu, c'est profond, on rit beaucoup, c'est bien drôle, mais c'est une très belle pièce. Alors, j'ai eu du fun, hein, j'ai eu bien du plaisir à faire ça l'été passé. Puis là, on reprend cet été, puis on repart en tournée avec toute l'automne. Wow. Alors, c'est un beau projet. Et là, tu as endossé l'adaptation québécoise de cette pièce française. J'ai traduit du français au français. Oui, ça. mais un français québécois. Ben oui, c'est ça. C'était des références, c'était certaines affaires qui ne fitaient pas avec ici des lieux, des trucs qu'il fallait que ça soit adapté. Puis en même temps, ben les personnages aussi, on a donné une couleur plus québécoise, donc dans le phrasage, dans le parler, dans le vocabulaire aussi. On a enlevé toutes les du coup. On est parti de 425 pages à 60 pages en enlevant les du coup. Parce qu'il dit juste ça. Les Français, c'est vrai qu'ils disent toujours ça, c'est du coup. Non, c'est pas vrai, il n'y en avait pas tant que ça. Mais c'est toutes des petites affaires comme ça qu'on a enlevées pour faire plus québécois. Puis des références d'ici, tu sais. Oui. Donc, on va parler du nord de Saint-Sauveur plus que d'autres choses, des régions parisiennes, de tout ça. Donc, c'est plein de petits trucs qui font qu'on se reconnaît. Puis les gens qui viennent voir ça, bien, c'est comme une espèce de thérapie de couple en même temps. C'est deux gars, c'est le mari, qui va voir le psy. Oui. Puis il a perdu sa femme. Sa femme l'a laissé et il est sûr que c'est le psy qui est responsable de ça. Il n'y a pas tort, mais il n'y a pas 100% raison. OK. Alors, c'est ce qu'on voit dans la pièce et tout. En même temps que ça soit comique, que ça soit loufoque, est-ce que ça amène un peu les gens à réfléchir? Bien, je pense que oui. Oui, hein? C'est drôle parce qu'il y a bien du monde qui nous a dit « Ah, ben, on est content, je suis content d'avoir amené mon mari. J'espère qu'il a compris des affaires. » Tu sais, c'est vrai qu'on dit c'est une comédie thérapeutique, un peu dans le fond. Mais oui, je pense que ça fait réfléchir sur la relation homme-femme. Puis l'écoute aussi beaucoup, le respect de l'autre. Alors, ça tourne autour de ça. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile de jouer au théâtre comparé aux autres arts? C'est peut-être le rythme. Tu peux pas imposer ton propre rythme. Tu sais, en humour, ben, c'est mon rythme. T'es seul sur scène. Puis on fait le public, puis on joue avec le public et tout ça. Là, non, là, on est des partenaires. Il y a une histoire à raconter. Alors, c'est de maintenir ce rythme-là dans des publics différents. Les soirs sont pas tous pareils, avec mes compagnons qui sont pas tous à 100 % on n'est pas des robots, on joue pas toujours pareil. Non, donc, c'est de marier tout ça qui est peut-être le plus difficile. Mais quand ça part, on dirait que c'est dès le début. Oui. On dirait qu'aussitôt que la pièce part sur de bon pied, ça déboule puis ça roule jusqu'à la fin. C'est ça qui est merveilleux, par exemple. C'est des petites affaires que je découvre comme ça. Et là, dans les médias, présentement, on parle beaucoup que le théâtre a de la difficulté à rejoindre les jeunes. Ouais. Peu de jeunes vont voir des pièces de théâtre. Maintenant que tu fais du théâtre, je serais curieuse de savoir pourquoi, selon toi, les jeunes semblent désintéressés. Bien, je sais pas, c'est peut-être ce qu'on leur raconte, mais là, c'est un propos, la relation de couple, ça peut se faire à 30 ans, ça se fait à 40 ans, ça se fait dans la vingtaine, ça se fait dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ben oui. C'est universel, donc oui, les jeunes peuvent être concernés par ça, mais je pense que c'est des propos, et c'est peut-être le pattern aussi qui était établi du théâtre et du théâtre d'été, entre autres, qui était établi, qu'on n'a pas... on ne s'est pas préoccupé de renouveler le public, peut-être il y a quelques années. Et là, on vit un petit peu un retard qui doit être repris. Je sais que cet été, c'est une pièce à la Marjolaine, entre autres, qui s'appelle On t'aime, Michael Gouin, qui est pour tout le monde, mais je pense que les jeunes y trouvent leur compte aussi. C'est pas juste une pièce pour les jeunes. C'est ça la différence. Il ne faut pas faire juste pour les ados, puis pas juste pour les adultes. Et cette pièce-là touche un peu tout le monde. Donc, il y a un effort auprès des théâtres de vouloir renouveler un peu ça. Mais peut-être qu'ils sont pris un peu tard, justement. Là, tu joues dans cette pièce. Vous allez avoir plusieurs représentations. As-tu d'autres projets? Bien, je suis en écriture, je suis en rodage même de nouveaux spectacles. En même temps, de tout ça, le présentement, je rode, puis j'ai des spectacles un peu partout en écriture. Ça va super bien. Mon objectif, c'est... on rentre à l'automne la pièce de théâtre. Puis dès janvier, c'est mon nouveau spectacle qui repart parce qu'il va être prêt, il va être en rodage. Là. On est en rodage, on est en train de le faire. Plus les autres projets des pays d'en haut qui vont reprendre le tournage. On reprend cet automne.
J'ai joué dans la série Léo, qui va sortir aussi, avec Fabien Cloutier. Donc, ça risque d'être intéressant. Ben oui. Ah non, ça va être bien drôle, ça. Puis là, je ne peux pas m'empêcher de te parler du Grand Comédie Fest, qui est un tout nouveau festival d'humour au Québec après la controverse avec le festival Juste pour rire. Quelle est ton opinion face à ce festival? Ben moi, je participe pas, mais c'est moi, je sais pas. J'ai aucune opinion, je sais pas, parce que même sur Juste pour rire, même sur... c'est comme rester un peu en dehors de tout ça. Un peu en dehors de ça, parce qu'il faut que ça nous serve en quelque part. Et quand il y en a trop, quand on donne... à un moment donné, ça ne nous sert plus personnellement dans nos propres tournées. Et là, peut-être que, à mon avis, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé mon compte encore là-dedans, comme je ne trouvais pas mon compte à Juste pour rire non plus. J'ai du plaisir à faire celui de Québec. Cette année, je participe encore, puis je fais la mise en scène du gala à Fabien Cloutier. Par plaisir. Moi, c'est le plaisir qui me manquait. Qui est important. Est-ce que là, ça va lever l'autre? Je ne sais pas, mais pour l'instant, je n'avais pas... Tu attends de voir. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, merci Mario-Jean, pour cette belle présence. Merci. Oui, je rappelle les dates. Oui, c'est ça. On rappelle les dates. C'est du 12 au 14 juillet. À la salle André-Mathieu. Merveilleuse salle André-Mathieu. Merci beaucoup. Venez voir ça. Du 13 juillet au 23 août se tiendra la 3e édition des Ondes musicales à Laval et notre chroniqueuse Victoria Savoie vient nous parler de sa programmation ainsi que de l'événement. Qu'est-ce que les Ondes musicales? Bien, les Ondes musicales, c'est 40 spectacles gratuits extérieurs qui sont offerts à Laval dans 8 emplacements différents, dont le Centre de la Nature, le Vieux Sainte-Rose, vous avez aussi le Vieux Sainte-Dorothée et le Centre-Ville de Laval qui comprend la Maison des Arts de Laval. Et pourquoi je m'en vais vers la Maison des Arts de Laval? C'est parce qu'il y a quelque chose de particulier avec la Maison des Arts de Laval. C'est les places sont limitées, contrairement aux autres emplacements. Donc, vous devez vous procurer des billets qui sont gratuits, mais c'est vraiment juste pour la quantité de... Il faut quand même réserver sa place. Exactement, qui est le 7 juillet prochain. Donc, si vous voulez voir un spectacle à la Maison des Arts, je vous conseille d'aller prendre vos billets le 7 juillet prochain. Et puis, les 40 spectacles comprennent plusieurs genres musicaux, dont le classique, le pop, le folk, le swing et le jazz, et aussi la musique du monde. Puis, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est une chronique qui vous montre 4 artistes à aller voir durant les ondes musicales cet été. Bien oui, c'est une bonne idée. Donc, le premier artiste, on s'en va dans le classique, avec l'Orchestre symphonique de Laval qui va faire un spectacle accompagné de Elhadj Diouf, qui est un percussionniste sénégalais. Donc, ils vont ensemble traverser un peu le monde entier avec de la musique du Canada, du Sénégal, de l'Espagne. Puis, je vous propose d'écouter une pièce pour comprendre un peu l'univers d'Elhadj Diouf avec sa chanson Sunugal. Bon, ben, on écoute ça. On entend bien les percussions, ça nous donne un petit avant-goût. Le rythme africain, tout ça. Donc, on était dans le monde et on va continuer dans le monde avec un autre artiste qui s'appelle Roberto Lopez. Donc, lui, il est d'origine colombienne et il vit au Canada. Puis, il se spécialise dans la musique latine, côté jazz, côté funk. Puis, je vous fais écouter l'extrait, puis après ça, on va pouvoir en discuter. Donc, l'extrait Cumberio. Super. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on entend très bien la guitare de Santana dans la musique de Roberto Lopez, avec une petite guitare électrique un peu plus aiguë. Et donc, avec son côté aussi un peu jazz et funk. Puis, au festival, la zone musicale, on a aussi le jazz, le swing et le blues qui vous sont proposés. Donc, j'ai envie de vous parler d'un artiste blues qui
qui est jeune, émergent, qui commence, et c'est Justin Salandino Band. Donc, cet artiste va chercher le blues et l'actualise beaucoup. Donc, on a un mélange entre Jimi Hendrix et The Black Keys un peu ensemble. Donc, je vous propose d'écouter la pièce Purple Girl. C'est un blues plus moderne, je trouve, hein? Oui, vraiment. Là, on entend le chanteur des Black Keys dans sa voix. Donc, il y a un avenir fort prometteur, je pense, Justin Salandino. Ben, on lui souhaite. Ouais. Et puis, pour terminer, dans la catégorie pop-folk, la zone musicale vous propose des artistes qu'on connaît quand même assez bien, dont King Melrose, Karim Ouellet, Émile Bilodeau. Quand même, c'est le fun, à Laval. Ouais. Puis La Bronze, et vous avez aussi Fanny Bloom. Puis pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'elle a sorti son nouvel album Liqueur, qui est style pop électro, encore une fois. OK. Et vraiment, c'est intéressant. On entend la sonorité un peu plus estivale dans ses chansons, comme dans l'extrait de On s'aimera, qu'on va entendre tout de suite. Si la tempête venait nous avaler, j'attacherai toutes les valises au bois. Si la tempête venait à bout de tout ça, il resterait mon cœur que de toi. Il resterait mon cœur que de toi. C'est parfait pour l'été. Oui, sûrement une chanson qu'on va entendre souvent cet été. Et donc, la zone musicale, c'est du 13 au 23 août. Oui. 40 spectacles gratuits à mentionner. Ouais. Puis ça permet de voir des artistes qu'on connaît, aussi découvrir des artistes émergents. Et je vous invite surtout à faire ça. Puis donc, pour voir la programmation ainsi que les informations aussi sur comme le déroulement, puis tout ça, vous pouvez aller sur leur site Internet Zone musicale Laval. Pour le spectacle à la Maison des Arts où il faut réserver nos billets, est-ce qu'on peut le réserver sur le site web de la Maison des Arts ou sur le site web des Zones musicales? Bien, en fait, vous devez vous rendre à la Maison des Arts de Laval le 7 juillet entre 13h et 17h pour vous procurer vos billets. Il n'y a aucune autre façon qu'on peut... C'est à l'avance? Sinon, vous pouvez y aller par téléphone après la date, mais c'est sûr que c'est plus qu'à vos risques et périls. Ça peut être réservé. Bien, merci beaucoup, Victoria. J'ai l'impression que les Lavallois vont vouloir sortir dehors et aller écouter de la bonne musique. Ça fait plaisir. Cette chronique sociopolitique est rendue possible grâce à Mme Monique Sauvé, députée libérale de la circonscription de Fabre, membre du bureau de l'Assemblée nationale du Québec. On parle jase politique avec Rarès Burlacu. Bonjour, Rarès. Bonjour. Là, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde, puis je me trompe pas, vous allez voir à la maison, vous allez vous sentir concerné. Le prix du pétrole. Quand on arrive à la pompe, là, on a tous le même visage, c'est comme... Ça a encore augmenté. Mais qu'est-ce qui se passe? Peux-tu nous éclairer? Malgré le fait qu'on a eu même une interpellation récente du Parti québécois à l'endroit d'un gouvernement qui considère tout ailleurs coupable le gouvernement à cause de la montée du prix, moi, je vous donne une autre explication qui relève de ces processus de mondialisation. Ouais. Un petit peu, c'est plus complexe. Oui, c'est un dossier très complexe. C'est un dossier très complexe, puis on ne peut pas dire que c'est juste une ou l'autre des facteurs. C'est l'ensemble de facteurs, c'est comme un effet domino. Justement. Donc, on a vu pour des années, le prix était assez bas parce que sur les marchés internationaux, le prix de baril était quand même constant, autour de 50 $ pour le baril. Sauf que récemment, tout en douceur, on a constaté une certaine augmentation. Puis à un certain moment, le prix se dirigeait vers 70 $ par le baril. Explication, il faut chercher, parler à notre ami, cher M. Trump, à la Maison-Blanche. À partir du moment où il a décidé de renoncer à l'accord sur le nucléaire
iranien, l'Iran. On peut le spécifier pour les gens qui n'ont pas suivi ce dossier-là. Qu'est-ce qu'il a fait, Donald Trump? Donc, très bref, le président Obama, durant son mandat, a négocié diplomatiquement une entente avec l'Iran, comme quoi l'Iran ne peut pas développer son programme pour devenir une puissance nucléaire, donc pour utiliser ses capacités nucléaires pour des fins de puissance nucléaire, soit utilisation d'une arme nucléaire. Alors qu'il utilise le nucléaire juste pour la production d'électricité pour des fins civiles, si vous voulez. Pas nuire à l'humanité. Effectivement. Okay. Sauf que Donald Trump, a annulé cet accord. À ce moment-là, l'Iran, c'est un pays en danger du point de vue de la géopolitique internationale. En étant un pays qui dispose de gisements de pétrole parmi les plus élevés au monde, en étant un pays exportateur de pétrole, à ce moment-là, on va rétrécir l'offre qui existe. Donc, la demande augmente, finalement, le prix augmente. Voilà, c'est là. Ouais, c'est parfait. toute la chaîne logique. Si à cela, vous rajoutez la pression que la Russie fait auprès des pays exportateurs de pétrole comme quoi le baril devrait coûter encore plus cher parce que ça lui convient, elle aussi étant un pays exportateur de pétrole qui regorge effectivement des ressources naturelles de gaz et de pétrole. Donc, on a toute une belle explication. Rajoutez à cela les 10 cents pour chaque litre d'essence que les Montréalais doivent payer. Oui, la taxe montréalaise. Donc, c'est Très ça connu. qu'on peut constater, nous, ici à Laval, quand on va se promener un peu à Montréal, bien là, on s'aperçoit que malgré la proximité, il y a un grand écart de prix. Pour des fins qui relèvent de la politique écologiste du gouvernement, on le sait, on a mis ces taxes, donc par rapport, en général, en moyen, par rapport au prix du pétrole qui est alentour des régions. Nous, ici, on dispose encore d'un prix plus élevé de 10 cents Et c'est justifié par litre. quoi, ça? C'est parce qu'on veut encourager les gens à prendre Effectivement, le transport en commun. transport en commun, le transport écolo, renoncer aux autos ou en tout cas diminuer leur fonctionnement pour qu'ils ne contribuent pas au changement climatique. Vous savez, l'émission de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre qui augmente Puis en plus, avec la grosse consommation. Exactement. Puis en plus, on est vraiment en voie de vouloir électrifier les routes au Québec. On est en voie d'encourager les gens, justement, à aller vers ces véhicules-là. Donc, c'est pour ça. C'est comme ça qu'on justifie que le prix soit un peu exorbitant. Ça pourrait encore avoir du pire pour vous dire la oui? vérité. N'oubliez pas, On n'est pas au bout avant de ça. que le baril de pétrole descende vers 50 $ par baril, on parlait à un certain moment d'une valeur de 150. Ça veut dire double par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. OK. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas faire des prévisions exactes parce qu'il faut voir le fonctionnement des marchés à ce sujet-là. L'administration d'Obama a mis toutes les possibilités sur la table pour que le prix soit sous le contrôle. Ils ont même renoncé à une partie de leurs réserves stratégiques, etc. Mais maintenant, avec la politique très mouvementée dans le Moyen-Orient, il est possible qu'on assiste encore à des explosions de prix du baril de pétrole. Donc, on ne peut pas dire aux gens que ça se pourrait que ça descende un jour. Non, parce qu'on Ça va juste aller en leur augmentant. raconterait de n'importe quoi. C'est pas notre style ici à TV Laval. Non, on dit la vérité. Toujours. Merci beaucoup, Rarès. Un grand plaisir. Bon été à tous. Merci. Vous le savez, la Saint-Jean et la Fête du Canada approchent à grands pas, mais depuis la création de ces deux fêtes, la réalité québécoise et la réalité canadienne ont complètement changé. Aujourd'hui, on est un territoire très riche en diversité culturelle. On peut donc se demander comment les gens de différentes ethnies
perçoivent ces fêtes nationales. Et aujourd'hui, Adi, c'est un peu à cette question que tu avais envie de répondre. Oui, Valérie, comme tu l'as dit, le Québec est très diversifié, puis Laval est la deuxième ville en immigration au Québec, et c'est la période des célébrations. Donc, la fête nationale du Québec, la Saint-Jean-Baptiste, qu'on a célébrée ce week-end et même un peu avant. Donc, ce dimanche, le dimanche prochain, on fête le Canada aussi, si on n'est pas pris par un déménagement. C'est la période des déménagements, effectivement. La Saint-Jean, il faut le rappeler, Valérie, était à l'époque une fête païenne pour marquer l'arrivée du solstice d'été. Donc, un grand feu de joie était allumé, puis les gens célébraient un peu partout dans le monde. Hein. Donc, ça ne vient pas juste du Québec. C'était célébré... C'était mondialement. oui, c'était mondialement célébré. Puis les gens faisaient un cercle autour du feu. C'était une fête païenne. Les catholiques l'ont récupéré, l'ont christianisé, puis l'ont accolé à Saint-Jean, qui était le cousin de Jésus, puis qui l'a baptisé, donc d'où le nom Saint-Jean-Baptiste. Voilà, donc depuis le 24 juin 1834, on le sait qu'un journaliste québécois, Ludger Duvernay, a organisé un banquet la première fois pour célébrer la Saint-Jean-Baptiste, mais il avait comme idée d'en faire une fête nationale pour les Canadiens français. Et depuis lors, la tradition se perpétue. Et comme tu l'as dit, avec la diversité, déjà depuis 1930, les Irlandais, les Grecs, les Italiens et les Slovaques participaient déjà au défilé de la Saint-Jean. Alors, les festivités commencent par un défilé à Montréal et au fil des années, on a eu le visage de nouveaux Québécois après les Italiens et les Slovaques. J'ai parlé à Cécilia, mettons, une Péruvienne d'origine qui vit à Laval, et je lui ai demandé qu'est-ce que c'était la Saint-Jean pour elle. Donc, elle me confie, je suis un enfant, qu'elle est un enfant de la loi 101. Oui. Qu'elle a appris le français et qu'elle est tombée amoureuse du pays, Et du de la Québec, culture québécoise. de la culture québécoise, des Québécois, des anciens et des nouveaux Québécois, donc de la diversité culturelle elle-même dont elle fait partie, et qu'elle célèbre juste la Saint-Jean. Donc, tout le temps qu'elle a vécu au Québec, elle a peut-être célébré une fois la fête canadienne. Donc, elle se sent vraiment plus proche, Plus interpellée, par la fête du Québec, qu'elle fête avec son conjoint, sa fille, Sophia, une jeune petite fille de 10 ans, et leur amie au centre de la nature. Donc, une fête familiale. On sait que cette année, Laval a concocté un super beau programme avec des spectacles, dont Diane Dufresne, puis Cécilia est une amoureuse de Diane Dufresne. Donc Valérie, il y a aussi l'association interculturelle M-Québec qui, en collaboration avec l'organisme qui chapeaute la fête nationale du Québec et la Royal Air Maroc, ont organisé un cocktail dînatoire au Cabaret de l'Avenir, au Collège Le Tendre, où ils ont rendu hommage à Jules Vigneault. Donc, c'est un de leurs héros. Oui. Puis, sa fille Jessica était là. Elle a interprété des chansons de son père, dont Jean du Pays, qui est l'hymne du Québec. Donc, c'était une façon de rendre hommage à Jules Vigneault puis à d'autres héros. Il y avait quand même une exposition des héros qui ont participé à faire le Québec. Voilà. Moi, j'aimerais te demander, est-ce que les communautés culturelles se sentent interpellées de manière générale par les fêtes nationales ou non? Oui, se sentent interpellés. Puis, tu sais, cette année, on aura même une fête africaine à l'occasion de la fête du Québec. Donc, une fête du Québec africaine. Mais c'est ça, j'allais te demander aussi, est-ce que vous sentez qu'on intègre plus vos cultures à nos fêtes nationales? Je pense qu'il y a encore quand même un peu plus d'efforts à faire, mais c'est des deux côtés. Oui. Donc, c'est les gens des cultures aussi d'apporter ce qu'ils ont. Et ça se voit dans les spectacles. On aura des spectacles, mettons, au quartier chinois, où il va y avoir de la culture chinoise. Ouais. Voilà, il va y avoir la fête africaine avec des séances de tam-tam. Dans les concerts, on va avoir beaucoup de diversité. Oui. On voit qu'à Québec, il y aura Corneille. Grégory Charles va être un des animateurs du spectacle. Puis moi, si je prends l'exemple, l'année passée, pour la radio CKVL, je travaillais à Ville-la-Salle et pour la Fête du Canada, il y avait le festival en même temps de la soupe. Oui. Et là, tu goûtes plein de soupes qui viennent de différents pays. Donc ça, c'est super. Ça mettait vraiment de la diversité culturelle en même temps que la Fête du Canada. Donc, j'ai trouvé ça bien. Exactement. Puis cette année, pour découvrir l'expérience africaine, il faut vraiment aller à Ahuntsic-Cartierville. OK. Donc, il y a une fête québécoise à l'africaine avec séance de tam-tam, dégustation, des chants, des spectacles, aussi une levée du drapeau.
donc pour s'associer un peu, pour s'identifier comme Québécois. Donc c'est sûr que les communautés culturelles s'approprient vraiment cette fête. Il y a aussi la fête portugaise. Oui. Voilà, à Montréal. OK. Il y a une fête à l'oriental aussi. Donc les cultures s'adaptent, puis la prennent, puis donnent une saveur culturelle propre à la fête du Québec. Puis je trouve que c'est ce qui fait la beauté du Québec. Effectivement, on voit qu'il y a un petit peu plus de métissage entre les deux fêtes. C'est ça. Puis on se rend compte que les gens fêtent moins, par contre, la fête nationale. Est-ce que c'est dû au déménagement? Oui, ça se pourrait. Mais aussi, souvent, ce qui est spécifique à cette journée-là, la fête du Canada, donc pour revenir à cette fête qui aura lieu dimanche prochain, c'est la cérémonie d'assermentation. Donc, il y a des nouveaux citoyens qui obtiennent leur statut cette journée-là. Donc, pour eux, c'est marqué de symboles. C'est vraiment une journée chargée d'émotions. Puis, à Laval, il y aura une grande cérémonie de citoyenneté au Centre de la Nature. Encore une fois, donc, où on a organisé la Fête du Québec, on va organiser la Fête du Canada avec les citoyens d'un peu partout. Bien, Hadi, je te souhaite une très bonne Saint-Jean. Merci, Valérie. Et à vous aussi, chers auditeurs. Pour la chronique cinéma, aujourd'hui, Nicolas vient nous parler d'un film basé sur une histoire vraie. Et moi, j'adore les films basés sur des histoires vraies. Et c'est le film américain Tag. Salut, Nicolas. Salut. Ça va bien? Ou ça va bien, toi? Oui. Quelle est l'histoire du film sans trop nous donner de détails? Bien, dans le fond, c'est ça. Comme tu as dit, c'est basé sur un fait vécu. C'est une comédie d'action. C'est un groupe d'amis. Ils sont 5 et depuis les années 80, ils jouent à tag, mais juste au mois de mai. Donc, pendant le mois de mai, ils se promènent à chaque coin du pays pour retrouver un des membres du groupe, le taguer. Et puis, bon, le perdant à la fin du mois de mai, c'est celui qui a comme la honte pendant le reste de l'année. Puis après ça, chaque mois de mai, la tag recommence. OK. Mais est-ce que c'est le même jeu de tag qu'on connaît à l'école primaire, là? Oui, c'est la même base. Je te touche, tu as la tag, puis là, tu vas toucher quelqu'un d'autre. Mais tu sais, bon, ces amis-là, c'est des gens dans la fin trentaine, début quarantaine, et ils habitent un peu partout aux États-Unis. Donc, tu sais, et l'histoire, c'est pas si incroyable que ça quand on y pense. C'est un groupe d'adultes qui jouent à tag comme ça, mais ce qui est bien, justement, comme tu dis, c'est que c'est basé sur un fait vécu. C'est ce qui rend la chose vraiment drôle. Et le fait vécu, bon, tout ça a commencé dans un article du Wall Street Journal en 2003. Dans le fond, ça expliquait l'histoire de 10 amis qui jouaient à la tag comme ça depuis 1990. OK. Et justement, eux autres, ils n'avaient pas peur de se déplacer dans des coins différents du pays pour taguer l'autre. Tu sais, c'est un jeu, tu sais. Et dès que l'histoire est sortie, ça a pris à peu près un mois. Ils ont eu plein d'offres pour adapter leur histoire au cinéma. Un mois après, ça a été fait. On leur a acheté les droits. Et à la base, c'était pour Will Ferrell et Jack Black que ce film-là a été un peu développé. Finalement, bon, ils sont pas du tout dans la distribution. Non, non, absolument pas. Mais des fois, quand on développe une histoire pour certains acteurs, bien, tu sais, en cours de route, les choses peuvent changer. Oui. Et tu sais, la grosse différence, admettons, avec la réalité par rapport au film, bon, c'est que dans la réalité, ils sont 10, dans le film, ils sont 5. Ils sont 10 dans la réalité, quand même. C'est ça, beaucoup ils sont 10 dans la réalité. Bon, dans le film, ils sont 5 parce qu'à un moment donné, il y a une limite au nombre de personnages qu'on peut mettre pour un film. On s'entend, un film de 3 heures comme ça aurait été assez long. Le film dure 1h40 et c'est parfait comme ça. OK. Et aussi, la différence, c'est qu'aucun des personnages dans le film est réel. C'est comme un amalgame de plusieurs des personnages de la vraie vie qui ont comme adapté de façon différente. Donc, ils se sont inspirés. C'est ça, C'est pas oui. une copie-collée de la réalité. Exactement. Mais ce qui est copié-collé sur la réalité, puis c'est ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que la tag se poursuit dans des moments qui n'ont pas de sens. Dans la vraie vie, il y a quelqu'un qui a été tagué aux funérailles de son père. OK. Un autre a été tagué à la naissance de son enfant. Pendant que sa femme était en train d'accoucher, il s'est fait taguer. OK. Tu sais, c'est quand même particulier. On a même entré par infraction chez un des gars, comme pendant la nuit, pour le taguer. Juste pour le taguer. C'est ça. Et ça apparaît dans le film. Et là, on se dit, bon, ben, tu sais, ça, c'est un peu tiré par les cheveux, ça n'a pas de sens. Non, du tout. Il y en a qui se sont déguisés en vieille madame, comme tout est bon pour taguer l'autre. Et même qu'à la fin du film Tag, il y a des extraits vidéo avec les vraies personnes qui se taguent entre eux. C'est ça. Et là, on voit que plusieurs moments du film, bien, c'est vraiment arrivé. C'est ça, c'est vraiment arrivé pour de vrai. Et
ce qui est particulier, bon, tu sais, on revient sur les effets spéciaux un petit peu. Tu sais, avec le CGI, aujourd'hui, on peut faire à peu près n'importe quoi. Oui. Les meilleurs effets spéciaux, c'est ceux qu'on ne remarque pas. Et dans le film, un des personnages principaux, Jeremy Renner, son personnage, il est en haut de chaises empilées. Il y a comme 20 pieds de chaises empilées. Et finalement, bon, les chaises tombent. Et lui, bon, il continue à marcher comme si de rien n'était un peu. Pendant le tournage, il a comme tombé de la mauvaise façon. Il s'est cassé un coude, le poignet, en tout cas. Il a été blessé, mais pour continuer le tournage, parce qu'il était seulement à sa 3e journée de tournage, donc là, il y a un bras dans le plâtre. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui donne un plâtre vert, un plâtre green screen. Oui. Et ça, on ne le remarque pas du tout dans le film. Mais voilà, c'est un bon effet spécial. Un peu comme dans le film Wonder Woman. Gal Gadot, pendant les reshoots, elle était enceinte, donc on y a mis un green screen sur la bédaine. Sur la bédaine, et voilà. Tu sais, ça paraît pas du tout. Ça paraît pas du tout. Tu sais, donc, ce film-là, Tag, tu sais, c'est une comédie d'action, on peut dire ça comme ça. Là. Il y a assez d'action dans le film. C'est divertissant. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au cinéma pour le voir? Ça, j'allais te le demander. Est-ce que tu conseillerais ce film en tant que critique de cinéma? Oui, c'est un bon divertissement. On peut mettre notre cerveau à off, puis le film ne se prend pas au sérieux, c'est parfait comme ça. Il y a comme une petite touche de plus, vu que c'est basé sur des faits vécus. Est-ce que ça vaut la peine de le voir au cinéma ou de le louer? Ah, tu sais, c'est un des deux, là, tu sais, pas besoin nécessairement. Allez pas le voir en IMAX 3D, mettons, ça vaut... Est-ce qu'il l'a en IMAX 3D? Non, OK. Je pense pas, mais mettons qu'il l'aurait, là, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas le coup du tout. Ça vaut pas le coup. Et ce film-là, le fait qu'il sorte justement à la mi-juin, tu sais, il est sorti la même fin de semaine que le film The Incredibles 2. Tu sais, gros film qui a été au numéro 1. Mais ce type de film-là, ce genre de comédie-là ne coûte pas cher. On parle de 28 millions dans ce cas-ci. Et le film est arrivé au numéro 3 au box-office, a fait 16 millions en Amérique seulement. C'est pas bien techniquement qu'un film commence au numéro 3, mais le fait qu'il y ait 28 millions de budget... Qui n'ait pas coûté cher. C'est ça, et qu'il n'y a pas encore eu de distribution à travers le monde. Le film est sorti en premier en Amérique. Bien, et voilà, c'est sûr que le film va bien rentrer dans son argent, et le fait de le mettre pour qu'il fasse compétition à des gros blockbusters, c'est correct parce que personne lui fait compétition directement. Donc, il n'y avait pas de compétition, ça a pu l'aider. Exactement. Ce genre de film-là, c'est toujours positif quand ça... Le but, c'est de ne pas avoir de compétition comme ça. Tu sais, comme ces temps-ci, les gros blockbusters, on prend Marvel avec Avengers, après ça, bon, Deadpool quelques semaines après. Mais tu sais, ces films-là ne peuvent pas être à une semaine d'intervalle au niveau de leur sortie parce que ça serait catastrophique au niveau du box-office de ces deux films-là parce qu'on parle du même public. T'sais. Tandis que Tag, ben, tu vas aller voir The Incredibles, c'est pas du tout le même public que Tag ou même Deadpool ou même le film Solo, qui est toujours considéré comme un flop au cinéma. Bien, merci de nous avoir donné une autre suggestion que les séries qu'on commence à être tanné de voir. Hein? Oui. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous rappelle que tous les dimanches matins, c'est le bingo TV Laval à 9h30. 3 500 $ en lot, 2 500 $ la carte pleine. Si vous voulez plus d'informations, consultez notre site web www.tvrl.ca. N'oubliez pas, le dimanche matin, c'est bingo. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous écouter et je vous souhaite une belle semaine.